Merci beaucoup. Bonjour et merci de nous donner la parole ce matin. Ce que vient de dire ma voisine est très, très, très juste. Mais bien sûr qu'il y a des actions. Le problème, c'est le fait qu'elles ne soient pas visibles. Le fait est que les médias nous ignorent. Nous n'existons pas. Vous voyez, ce n'est pas le fait de faire. Mais ça fait longtemps que nous travaillons, enfin, les gens que je connais ici, que nous travaillons, que nous essayons de rendre visibles et possibles des actions, des travaux universitaires, des actions. Mais aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire entendre des voix. Je crois que le problème, il est là. Donc, je m'arrête là, peut-être qu'on va revenir dans le débat. Alors, donc, je parle ce matin, on m'a demandé de parler un peu d'immigration et de culture. Bon, d'abord, je suis peut-être, je sais pas comment vous voyez, mais en fait, je ne représente pas du tout l'immigrant classique. Comme dirait Mohamed Zib, l'immigré cesse d'être immigré dans la mesure où il est intégré. Là, ça vous laisse toute la possibilité, si on veut qu'il n'y ait plus d'immigration, on doit savoir ce qu'il faut faire. Donc, je ne représente pas l'immigration et je ne me considère pas du tout, je ne me suis jamais considéré comme immigré. Pourquoi ? Parce que je suis venu en France pour étudier, pour faire donc des travaux de recherche. Ça, c'est une chose. Le premier point sur lequel je voudrais intervenir, justement, c'est la production de la connaissance. Aujourd'hui, dans les universités françaises, on l'a vu il y a quelques années déjà avec Blanquer, comment est-ce qu'on va attaquer certains grands intellectuels? Comment est-ce que le système éducatif, et je dirais surtout la recherche, comment est-ce qu'on va délégitimer des travaux qui ont été essentiels pour la France et qui restent d'avant et d'aujourd'hui, et je dirais la France et par le monde. Mais bon, on est contre la vision du RN, etc., etc., la France mythologique, la représentation universelle de la France et de la pensée française. Évidemment, c'est exagéré aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une vérité. Il y a une culture française, il y a une recherche française, il y a des canons de la recherche. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cette pensée d'extrême droite, elle gagne l'université. Elle gagne l'université. Bon, peut-être que vous le savez pas, mais quand on est concerné par certains domaines, eh bien, quand c'est Paris 1, la putain de Sorbonne, Paris 1, c'est pas Paris 13, c'est pas Paris 8, où enseigne Éric Fassin, c'est Paris 1. Quand on fabrique des chercheurs, des historiens, me permettez-vous de dire, qui vous pondent, excusez-moi le langage, c'est le langage populaire, mais c'est l'autre langage aussi, un livre sur l'Algérie, en moins de 3 ans, qui ne connaissent pas le pays, et qui vous écrivent un livre sur des représentations, et des fausses représentations. On en est encore en 1830, ce que dit exactement Éric Zemmour, ce que dit Driancourt, ce que dit, je ne sais pas comment l'autre là, j'oublie les noms, et c'est bien de les oublier d'ailleurs, jusqu'à un certain point. Alors encore une histoire, qu'Alger c'était un nid de pirate. C'était pas du tout un nid de pirate. Et la France, avant 1830, au XVIIIe siècle, elle était l'alliée de ce qu'on appelait à l'époque les Alliés. C'était les Alliés. La France faisait des affaires. Elle avait des concessions pour la récolte du corail. Et les Espagnols, les Français étaient en guerre parce qu'ils considéraient que les Français avaient trahi la chrétienté et qu'ils étaient donc l'allié des musulmans, les alliés de ces gens-là qui étaient très à tout. Et on oublie une chose, c'est que la régence d'Alger, c'était une puissance commerciale. Regardez en Méditerranée, la géographie, comme dirait l'autre, là, Yves Lacoste, la géographie fait l'histoire. La géographie fait le politique. C'est la plus grande côte en Méditerranée du Sud. Alors que vous voyez
des corsaires algériens, guillemets, mais ces corsaires algériens, il y avait beaucoup de chrétiens, ce qu'on appelait les Turcs de profession. Donc des gens comme nous tous, là, qui allons, je ne sais pas, aux États-Unis, qui allons ailleurs, qui vendaient leur force de travail, et c'était donc des gens qui étaient complètement connaisseurs des côtes nord de la Méditerranée. Et c'est pas vrai du tout. Ce coup du dé du chasse-mouche, c'est que la France livrait du blé, l'Algérie livrait du blé à la France, et que les Français de l'époque n'avaient pas payé leurs dettes. Bon, ça, je m'arrête là. Et donc, ce grand historien raconte des légendes qui sont fausses à nos étudiants. Prof de Paris 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire former des étudiants. Ça veut dire diriger des thèses. Et je vous laisse le reste suivre. C'est être présent sur CNews, c'est être présent au Figaro, c'est être présent, dites-moi, valeurs actuelles. Mais nous, qui nous donne la parole? Personne. Personne, enfin, en tout cas, à moi, personne. Personne. Je n'ai jamais pu parler de cette question-là, même si je n'en suis pas spécialiste, mais j'ai lu comme. Donc, il y a ça. Donc, moi, je suis inquiète par la présence de ces gens-là dans ce que j'appelle, oui, le temple du savoir en France. La Sorbonne, l'École des hautes études et le CNRS. Et là, il commence à s'imposer. Évidemment, quand on est informé, ça passe. Mais ça ne passe pas ceux qui sont déjà là. Ça, c'est une première question. Et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Et il faut vraiment faire attention. Faire attention. Je ne suis pas choqué parce que j'ai une relation avec cette région du Sud. Mais je suis très, 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 très choqué et inquiète pour nos enfants, pour nos petits-enfants, à nous tous. Et je suis inquiète aussi au savoir et aux grilles de travail, de lecture et de pensée que nous ont enseignés nos maîtres. Ils ont existé, ils ont été grands et ils ont diffusé le savoir. Et moi, je tiens absolument à le défendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très, très, très rapidement, quand on parle d'immigration. Oh là là. Alors là, quand on parle d'immigration, c'est une vieille histoire. L'immigration a une genèse. Et cette purée d'immigration, elle a un profond lien avec la colonisation, surtout les immigrations du Sud. Elles sont produites par la colonisation et pour conforter le système colonial. Le système colonial a non seulement exploité, mais il a exporté le capitalisme en France et le capitalisme en Algérie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'était un capitalisme colonial. Donc ça, c'est une première idée qui est très forte et qu'il faut garder à l'esprit. Et cette immigration, donc la première immigration, je n'en parle même pas, il y avait un régime spécial. Mais ce qui a suivi, on oublie une chose, on oublie le néolibéralisme, on oublie la mondialisation. Ce que vont faire les pays du Nord, et la France, surtout avec l'Afrique, c'est d'accord, ils ont décolonisé, mais il faut quand même étudier comment cette décolonisation s'est faite. Ils ont laissé des pays exsangues, ils ont mis en place des chefs d'État complètement qui étaient assujettis à la France. Donc ça, il faut le savoir. Une monnaie, le franc CFA par exemple, qui partait d'ici, qui était avalisée par la France. Donc alors comment voulez-vous après que ces populations-là, qui se multiplient, n'arrivent pas à une démographie tout à fait considérable, et avec les pays du Nord, ne les ait pas sur le bras, et surtout la France, parce que c'est des pays où il était la culture, où il était les savoirs, il était toutes les, comment dirais-je, toutes les bêtises culturelles. Et enfin, donc pour moi, je résume, puisque j'ai pas le temps, et pour moi, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui n'est pas fausse. Il y a une colonisation directe, une colonisation d'exploitation, une colonisation qui ne cachait pas ce qu'elle était, mais il y a aussi une autre forme de colonisation. Pour moi, l'immigration est la dernière des colonies. C'est la colonie des colonies en Europe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su la gérer. Quand on revient aux années 60, n'oubliez pas qu'il y avait... comment dirais-je ne sais pas comment on dit, un champ
un champ de bidonville à Nanterre. Oui. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y ait des bidonvilles, il y a quand même des lieux où voilà, c'est quand même difficile de dire qu'on est quand même... voilà, il y a des cités, il y a des endroits qui sont complètement oubliés. Pourquoi? Parce que il y a cette histoire ancienne. Et donc, à chaque fois qu'il y a une élection, à chaque fois qu'il y a un problème politique, eh bien, le spectre de l'immigration ressurgit. Et donc, on a culturalisé cette immigration. Je suis anthropologue, je ne suis pas historien. Eh bien, si on revient aux années 50, eh bien, il y avait ce qu'on appelait l'ethnologie à papa. C'est-à-dire qu'on les a déjà culturés, acculturés, déculturés, ou culturalisés, pardon, in situ. Ils étaient déjà culturés là-bas. Déjà, c'était, en Algérie, c'était des musulmans français. Ils étaient déjà désignés comme des musulmans, déjà désignés comme des arriérés, déjà désignés comme une langue et une pensée qui ne pouvaient pas évoluer. Ce que les Allemands disaient des Juifs, que leur langue ne permettait pas l'abstraction, et on disait la même chose de l'arabe. Alors là, pire pour le berbère, qui ne permettait pas l'abstraction, c'est une langue de magie, c'est une langue pathologique, et donc c'est une langue irrationnelle. Et là, donc je vous laisse, c'est ce que je disais. Voilà, merci.